Né dans les ruelles étroites et animées de Belleville, Claude Moine n'imaginait pas encore que son nom d'artiste, Eddie Mitchell, deviendrait un symbole du rock français. Enfant d'un employé de la RATP et d'une employée de banque, il grandit au cœur d'un Paris populaire d'après-guerre où le bruit des marchés et les éclats de voix des voisins rythmaient la vie quotidienne, mais derrière ce décor simple et parfois rude, un feu brûlait déjà. Le jeune Claude se réfugiait souvent dans les salles de cinéma du quartier, fasciné par les ombres mouvantes sur l'écran. Gary Cooper, John Wayne ou Humphrey Bogart devinrent ses premiers modèles, des hommes de caractère, libres et intrépides, exactement ce qu'il rêvait de devenir. À cette époque, la France pense encore ses plaies, mais le monde change. Dans les cafés, les premiers jukebox font résonner les voix d'Elvis Presley et de Chuck Berry. Ces sons venus d'Amérique bouleversent l'adolescent. C'est pas seulement une musique, c'est une révolte, une promesse de liberté. Eddie, comme on commence à le surnommer, apprend les paroles, imite les gestes, rêve de guitare et de lumière. Son imagination dépasse bientôt les frontières du quartier. Il veut plus que survivre, il veut exister. Les cinémas deviennent son école, les disques sa religion. À 14 ans, il se met à écrire ses premiers textes, à griffonner des paroles inspirées, des rythmes du rock'n'roll qu'il entend dans les cafés parisiens. Ce qui n'était qu'un jeu d'enfant devient vite une obsession. Et puis, un jour, le destin frappe. Une bande de jeunes partageant la même passion décide de former un groupe, les Chaussettes Noires. Eddie en devient le chanteur. C'est le début d'une aventure qui bouleversera non seulement sa vie, mais aussi toute la scène musicale française. À Belleville, les voisins rient. Pour eux, ce n'est qu'une lubie de gamin. Mais pour Eddie, c'est déjà la première étape d'un rêve. Transformer la rébellion en art et la passion en carrière. Il ne le sait pas encore, mais son accent parisien, sa voix rauque et son regard insolent vont bientôt devenir les symboles d'une génération en quête d'identité. De Belleville au studio de télévision, le garçon des faubourgs est sur le point de devenir une légende. L'année 1960 marque un tournant. Les Chaussettes Noires explosent littéralement sur la scène française. Leur énergie brute, leur look de voyous élégant et la voix rauque d'Eddie Mitchell électrisent un public encore hésitant face au rock'n'roll. Le groupe incarne une France jeune, insolente, avide de nouveautés. Leurs premiers succès, comme Daniela où tu parles trop, se vendent à des millions d'exemplaires, un record inédit à l'époque. Eddie, à peine 20 ans, découvre les lumières aveuglantes de la célébrité. Mais derrière les cris des fans et les flashs des photographes, une autre réalité se profile. La gloire rapide s'accompagne de tensions, de jalousie et de pression financière. Les Chaussettes Noires deviennent un phénomène, mais aussi une prison. En 1963, fatigué des compromis et attiré par une liberté artistique qu'il ne peut atteindre au sein du groupe, Eddie prend une décision radicale, partir en solo. Beaucoup y voient une folie. Pourtant, ce choix audacieux va forger sa légende. En solo, Mitchell n'est plus seulement un chanteur. Il devient un artisan du son. Il enregistre à Londres, Nashville et Memphis, entouré de musiciens de renom. Là, il découvre la rigueur du travail et la force du professionnalisme. Chaque studio est pour lui une école. Il apprend, écoute, corrige, façonne son identité. Ses albums Rocking in Nashville et Sur la route de Memphis le consacrent comme un pont entre l'âme américaine et la sensibilité française. Mais l'homme derrière le micro n'est pas un rêveur naïf. Dès ses débuts en solo, il refuse de déléguer la gestion de ses revenus. Tandis que beaucoup d'artistes dépensent sans compter, Eddie observe, économise, investit. Il comprend que la gloire est éphémère, mais que la maîtrise de soi peut la prolonger. C'est cette lucidité, rare dans le monde du show business, qui le distingue. À 40 ans, le gamin rebelle de Belleville s'est métamorphosé. Il n'est plus seulement un chanteur, mais une véritable marque. Pourtant, sous les projecteurs, une ombre s'étend, celle de la fatigue, des excès et de la solitude. Les années de succès ont laissé des traces invisibles. La fête permanente a un prix, et Eddie Mitchell va bientôt le découvrir de la manière la plus douloureuse. Le succès, comme souvent, devient un piège doré. Au sommet de sa gloire, Eddie Mitchell enchaîne les tournées, les plateaux de télévision et les studios d'enregistrement. 50 concerts par an, parfois 3 villes en 3 jours. Il vit dans un tourbillon où l'adrénaline supplante le repos. La drogue, au début,
n'est qu'un moyen de tenir le rythme. Je ne prenais pas de cocaïne pour m'amuser, avouera Théil plus tard. Je la prenais pour survivre à mes obligations. Peu à peu, le plaisir se transforme en dépendance, et la liberté qu'il chérissait tant commence à lui échapper. Puis vient la blessure la plus douloureuse, la fin de son mariage avec Françoise Lave, la mère de ses 2 premiers enfants. Après 10 ans d'union, la séparation est brutale, financièrement et émotionnellement. Le tribunal l'oblige à verser une pension alimentaire lourde, un engagement qu'il respecte encore des décennies plus tard. L'artiste qu'on croyait invincible vacille. Pour rembourser ses dettes, il accepte une tournée exténuante de 200 dates. Il chante malgré la fatigue, malgré la colère, malgré lui-même. Chaque concert est un acte de survie. À cette époque, les casinos deviennent son refuge. Les tables de poker remplacent la scène, les jetons le public. L'illusion de l'argent facile, du contrôle, le ronge lentement. Quand tu quittes ta maison à 2 heures de l'après-midi et que tu rentres à 7 heures du matin juste pour parler de cartes, tu comprends que tu es perdu, écrira Théil plus tard dans son autobiographie. Ses finances s'effondrent, sa santé aussi. L'homme qui dominait la scène française se retrouve face à son propre vide, mais au milieu de cette tempête, un visage apparaît. Celui de Muriel Bailleul. Elle ne voit pas seulement la star fatiguée, mais l'homme vulnérable derrière les lunettes noires. Un jour, elle lui pose un ultimatum simple, c'est moi ou le jeu. Et pour la première fois, Eddie choisit autre chose que la fuite. Ce choix marque le début d'une lente mais puissante renaissance. Il écrit aux autorités pour se faire interdire d'accès à tous les casinos de France, un geste d'une humilité rare. Il entreprend une désintoxication, reprend le contrôle de son corps puis de son esprit. Le rocker qui brûlait la vie par les 2 bouts découvre la valeur du calme. Les excès deviennent souvenirs, la sagesse, un apprentissage. Cette période sombre, loin de l'anéantir, va le forger à nouveau. Mitchell comprend alors que le succès véritable n'est pas de posséder, mais de se posséder soi-même. De cette chute naît une renaissance, lente, sincère et profondément humaine. Muriel, devenue son ancre, l'aide à reconstruire pierre par pierre la vie qu'il croyait perdue. Ensemble, ils choisissent une voie nouvelle, celle de la mesure. Eddie arrête définitivement le jeu, réduit ses tournées et apprend à savourer les silences autant que les applaudissements. En 1980, ils se marient et de cette union naît leur fille, Pamela. Johnny Hallyday, son frère d'armes et ami de toujours, en devient le parrain, un symbole d'amitié qui traverse les décennies. Dans cette seconde vie, Mitchell découvre la paix du travail maîtrisé. Il retourne en studio, mais différemment. Fini les nuits blanches et les improvisations insensées, chaque projet est pensé, structuré, construit, l'homme n'est plus esclave de la célébrité, il en devient l'architecte. Sous l'influence bienveillante de Muriel, il réapprend à gérer, à anticiper, à investir. Ensemble, ils transforment ses erreurs passées en leçons durables. La musique reste au centre de son existence, mais elle n'est plus une fuite, elle devient un dialogue, une mémoire. C'est à cette période qu'il écrit Le cimetière des éléphants, une ballade poignante, inspirée de sa propre rédemption. Derrière sa voix rauque, on sent l'homme apaisé, celui qui a traversé le feu et choisi de vivre autrement. Peu à peu, l'argent n'est plus une obsession, mais un outil. Mitchell comprend que la vraie richesse ne se mesure ni en disques d'or, ni en chiffres bancaires, mais en tranquillité. Il se tourne vers des placements stables, l'immobilier notamment, et s'entoure de conseillers fiables. Il bâtit un empire discret, sans éclat ni scandale, où chaque pierre symbolise un choix réfléchi. Pourtant, derrière ce calme retrouvé, demeure une profonde nostalgie. Le rocker qu'il fut n'a pas disparu, il s'est simplement assagi. Son amour pour le cinéma, sa passion d'enfant, refait surface. En 1982, il lance l'émission La Dernière Séance, dédiée aux classiques du cinéma américain. Le programme devient culte. Dans le noir des salles de projection, il retrouve ses premières émotions, celles du gamin de Belleville rêvant d'Hollywood. Ce renouveau artistique et personnel s'accompagne d'une nouvelle philosophie. Travailler moins, mais mieux, parler moins, mais dire l'essentiel. Pour Mitchell, l'amour et la discipline sont devenus les véritables antidotes au chaos. Au tournant des années 1990, Eddie Mitchell est méconnaissable non pas parce qu'il a changé de visage, mais parce qu'il a trouvé celui de la sérénité.
Alors que nombre de ses contemporains s'épuisent dans la quête de gloire ou sombrent dans l'oubli, lui avance en silence, transformant son art en patrimoine. Son véritable génie n'est plus seulement musical, il réside dans sa capacité à faire fructifier chaque note, chaque image, chaque souvenir. Ses droits d'auteur deviennent sa principale force. Plus de 500 chansons enregistrées depuis 1960 continuent d'être diffusées à la radio, sur les plateformes de streaming et dans les films. Les titres sur la route de Memphis, La dernière séance et pas de Boogie Woogie rapportent encore des centaines de milliers d'euros chaque année. Selon la SACEM, Mitchell figure toujours parmi les 50 auteurs-compositeurs les mieux rémunérés de France, preuve d'une constance rare dans un métier où tout passe si vite. Mais la musique n'est qu'une part de son empire. Très tôt, il investit dans la pierre, avec une vision que peu d'artistes possèdent. Son premier grand achat, un appartement dans le 6e arrondissement de Paris, symbolise cette philosophie. Sobriété, élégance, discrétion. Puis vient la villa de Saint-Tropez, acquise presque par hasard, grâce à la confiance d'un vendeur qui lui accorde un prêt sans intérêt. Aujourd'hui, cette demeure vaut plusieurs millions d'euros et incarne le goût raffiné de Mitchell. Pas de dorure inutile, seulement le calme et la beauté de la Méditerranée. À l'intérieur, une salle attire tous les regards, sa salle de projection privée. Les murs y sont couverts d'affiches de films américains, de disques de Jerry Lee Lewis et de photographies de l'âge d'or d'Hollywood. C'est ici que le musicien devient un cinéphile, que le businessman laisse place à l'enfant émerveillé. Chaque soir, il y projette ses films préférés, parfois en compagnie de vieux amis, parfois seul, dans le silence apaisant de la côte. Cette dualité entre rigueur et nostalgie définit toute sa personnalité. Mitchell ne vit pas dans le luxe tapageur, mais dans le confort choisi. « Je n'ai jamais aimé frimer », dit-il souvent. Le vrai luxe, c'est la tranquillité. À Saint-Tropez, il trouve enfin un équilibre entre réussite et retrait, entre gloire passée et sagesse présente. Son empire n'a rien d'un château en Espagne, il repose sur le travail, la prudence et le goût du simple. À 83 ans, Eddie Mitchell contemple désormais le monde depuis sa villa de Saint-Tropez, loin du tumulte et des projecteurs. Là, dans cette maison baignée de lumière, entouré de Muriel et de leur fille Pamela, il goûte enfin le privilège qu'il considère comme le plus grand de tous, le temps. Chaque matin, il observe le golf depuis la terrasse, une tasse de café à la main. Chaque soir, il écoute de vieux disques, parfois en fredonnant les refrains qui ont marqué sa vie. Pour lui, le luxe ne se mesure plus en biens matériels, mais en silence, en paix, en mémoire. « J'ai travaillé 60 ans pour m'offrir le droit de ne rien faire », plaisantait-il souvent. Ce repos est mérité. L'enfant de Belleville, devenu monument du rock, a traversé les excès, les faillites et les renaissances, sans jamais perdre son authenticité. Là où beaucoup se sont consumés dans la gloire, lui a appris à la dompter. Sa fortune, estimée aujourd'hui à environ 25 millions d'euros, n'est qu'un chiffre. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il en a fait. Bâtir une stabilité pour sa famille, préserver son indépendance et protéger l'héritage de sa musique. Son fils Eddie Moine travaille désormais dans l'édition musicale, veillant sur les droits de son père comme un gardien de mémoire. Ses deux autres enfants, Maryline et Pamela, incarnent l'équilibre tranquille d'une famille qui a appris à grandir loin du tumulte médiatique. Quand on lui demande quel héritage il souhaite laisser, Mitchell répond sans hésiter « pas l'argent, le respect du travail ». Car s'il y a une leçon que sa vie enseigne, c'est que la richesse véritable ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on préserve. L'argent, dit-il, ne reste pas pour toujours. La réputation, oui, si elle est bâtie sur l'effort et la sincérité. En février 2025, la France lui rend hommage avec une victoire de la musique d'honneur pour ses 60 ans de carrière. Ce soir-là, sur scène, il ne chante pas. Il sourit simplement devant un public debout. Les applaudissements résonnent comme un adieu, mais aussi comme une reconnaissance, celle d'un homme qui a su transformer le tumulte du rock en une leçon de vie. Dans le calme de Saint-Tropez, le garçon de Belleville semble enfin en paix. « J'ai fait des erreurs, confie-t-il, mais elles m'ont appris à mieux vivre. Et je suis toujours là. » Une phrase simple, mais qui résume toute une vie. La gloire passe, mais la dignité demeure.